Florence Bretel, gynécologue obstétricienne, coordinatrice du CPDPN. Alors, je ne sais pas si on dit Timone Conception ou Conception Timone. Les deux. En tout cas, à Marseille, qui va être, on va être dans un peu plus d'une zone de confort plus importante pour les obstétriciens présents. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais faire un topo un peu plus basique. C'était hyper intéressant ce topo. J'ai appris plein de trucs. Ça va être un peu plus basique. Et donc, en fait, j'ai conduit le topo à simplement, en partant de mon Alzheimer, parce que moi, en général, quand à chaque fois qu'il y a un signe d'appel potentiellement évocateur, je me dis, mais où on en est? Parce que des papiers, il y en a plein, et à chaque fois, je ne me souviens plus. Donc, du coup, c'était l'occasion de faire le point sur, voilà, sur quand on indique en fait une recherche et quels sont les vrais signes d'appel. Donc, j'ai mis là ce qui nous pose un problème régulièrement au CPDPN, c'est absence de visualisation de la vésicule biliaire. Et j'avoue que j'étais assez contente parce que en fait, mon Alzheimer m'a rappelé aussi que chronologiquement, en fait, les essais, un coup ils disent oui, un coup ils disent non, et puis après ça revient, puis au final ça change. Donc voilà, l'avantage c'est que maintenant on a des méta-analyses et des revues de la littérature qui permettent de faire le point. L'hyperéchogénicité, le grade 1, le grade 2, le grade 3, et j'ai un ou deux arguments pour orienter ces recherches. Les dilatations digestives, la péritonite méconiale, iléus méconial, et toutes ces histoires de vésicules biliaires bizarres, hyperéchogènes, avec du sludge, et les calcifications digestives. En gros, vous avez là les questions que se pose un pauvre gynécologue obstétricien de base. Alors d'abord, l'absence de la vésicule biliaire, ça dépend en fait des papiers, mais les premiers papiers, c'était une revue de la littérature de 16 cas, montrait qu'il n'y avait pas en fait de mucoviscidose. Donc dans ces 16 cas, la majorité était isolée. Et ce qui est assez éloquent, c'est pas le sujet, mais c'est que il y a probablement un biais en fait dans cette série. Il y avait 12% d'atrésie des voies biliaires, qui est quand même une complication assez majeure. Et qu'au final, quand on a une agénésie une non-visualisation de la vésicule biliaire, lors du suivi échographique, cette vésicule, elle finit par apparaître ou alors elle est vue en postnatal. Et dans cette première série, il n'y avait aucun cas de mucoviscidose. Alors, ensuite, il y a eu une revue de la littérature où on a mis ensemble 280 cas de vésicule biliaire non vue. Et donc, je vous ai fait la synthèse. Donc, il faut savoir que majoritairement, quand on ne voit pas une vésicule biliaire, on la voit parfois sur les échographies suivantes, lors de la grossesse ou en postnatal. Donc ça, c'est pour rassurer un peu les gens et pas forcément faire du catastrophisme. Mais il faut vraiment prendre ce signe d'appel au sérieux, puisque quand on ne voit pas la vésicule biliaire et que c'est associé à un autre signe, donc quel qu'il soit, en particulier un signe digestif, on a alors, ma petite flèche. Donc, on a des anomalies chromosomiques, on a un important risque de mucoviscidose et d'atrésie des voies biliaires. Alors, on peut s'aider, nous, quand on n'a pas accès encore au diagnostic non invasif. Nous, on fait des amyosynthèses et on peut associer le dosage des enzymes digestives sur le liquide amniotique, qui aide en particulier, si l'amyosynthèse est faite avant 22 semaines, à identifier une pathologie sévère. Donc c'est quoi une pathologie sévère? C'est l'atrésie des voies biliaires ou la mucoviscidose. Donc qu'est-ce que c'est une anomalie associée? C'est des anomalies kystiques hépatiques, en particulier du IL, des anomalies à type d'hétérotaxique, un intestin hyperéchogène ou des anomalies de la veine ombilicale ou une dilatation digestive. Donc la vésicule biliaire seule, ça reste un signe, mais surtout quand il est associé à d'autres éléments. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, ce que proposait cette revue de la littérature, c'est quand on confirme qu'on ne voit pas la vésicule biliaire, on fait une échographie détaillée, et si c'est une anomalie isolée, la revue de la littérature identifie un risque d'anomalie chromosomique de 1 à 2%, un risque de mucoviscidose de 2 à 3%, un risque d'atrésie des voies biliaires de 3 à 5%, ce qui fait quand même un risque élevé. Et donc, on conseille de tester les parents et de proposer une amyosynthèse si les parents sont atteints de cette mutation. Alors, pour en revenir et faire le lien avec le topo et les questions précédentes, quand il y a un signe d'appel en fait évocateur de mucoviscidose, il y a potentiellement d'autres causes. Et c'est vrai que la myosynthèse, elle n'a pas uniquement pour but d'identifier l'existence de mucoviscidose, mais il y a toutes ces anomalies chromosomiques, les infections qu'il faut screener
pour pouvoir faire un counseling adapté. Si maintenant il y a des anomalies échographiques associées, le risque c'est plus du tout pareil. 20% d'anomalies chromosomiques, 30% de mucoviscidose et 18% d'atrésie des voies biliaires. Donc c'est important quand on va faire le counseling de savoir dans quelle situation on est. Et ce qui est important aussi, c'est de répéter les échographies parce que le sludge, le liquide intravasculaire n'a pas la même échogénicité. C'est pour ça que j'ai fait un encart sur la place de l'IRM et qu'une vésicule biliaire peut apparaître. Si on fait une échographie et que la vésicule biliaire vient de se vider, c'est une des explications d'absence de visualisation de la vésicule biliaire, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une agénésie de la voie biliaire. Et donc, moi, je posais la question de l'IRM parce que c'est vrai qu'à Marseille, on a Katia Chaumoat qui est très, très impliquée à nos côtés et qui est notre radiopédiatre. Et donc, on a un peu exploré tous les IRM dans toutes les situations et on a accès à l'IRM de manière très facile. Et donc, on a fait pas mal d'IRM dans ces situations-là. Et en fait, il y a un rationnel qui est que l'aspect de la vésicule biliaire, il varie en fonction de la gestationnelle et que le signal en séquence T1 ou en séquence T2 n'est pas le même et qui varie. C'est ce que montre en fait cette diapositive, qui peut expliquer qu'en fait, en échographie, on ne le voit pas et qu'en fait, en IRM, cette vésicule biliaire soit présente. Donc ça peut aider et ça peut aider aussi à éviter d'être... on est vraiment dans une... évolution vers le non-invasif. Alors l'IRM, il faut y avoir accès, je suis complètement d'accord, mais nous, ça nous sort d'un certain nombre de situations. Et donc il y a cette série qui montre que sur 32 vésicules biliaires non vues, 27% étaient visibles en IRM, ce qui résout en fait le problème pour un certain nombre de femmes, et on voit quand même qu'il y a un taux élevé, un pourcentage élevé d'agénésie des voies biliaires. Alors ensuite, donc ça c'est pour je ferai un petit récap à la fin parce que moi aussi normalement je dois vous perdre. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les généticiens qui peuvent. Moi aussi normalement je dois vous perdre. Intestin hyperéchogène, le problème c'est un problème de définition déjà. C'est quand il y a de gradins, de gradins et de gradins, franchement c'est très difficile. Donc attention à la façon de l'utiliser. On n'est pas une trop haute fréquence. Enlevez les harmoniques. Si vous utilisez une onde à basse fréquence, vous aurez 3% d'intestin hyperéchogène et que si vous montez avec des sondes à haute fréquence à 8 MHz ou 9 MHz, vous pouvez aller jusqu'à 30% d'intestin hyperéchogène. Or, il est hors de question de proposer une surveillance et des examens complémentaires à 30% de la population. Donc, si vous respectez les guides, qui est de dire qu'une hyperéchogénicité est significative si elle est plus échogène que l'os iliaque, après 20 semaines, vous aurez à peu près de 0,1 à 2% des grossesses. Donc, et c'est important que cet aspect soit contrôlé à 15 jours d'intervalle. Donc après, à savoir comment on fait pour l'orientation des patientes, quelle est notre accessibilité à un référent échographiste pour contrôler, soit on contrôle soi-même, soit on l'adresse pour la contrôler. Et c'est uniquement en cas de persistance qu'on va lancer le bilan. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Là encore, on était un peu pauvre, avec pas mal d'études, avec un petit nombre de cas. Et là, on a en 2021 une méta-analyse de 25 études sur 12 000 fœtus. Donc là, c'est quand même du lourd, qui nous dit qu'est-ce que ces fœtus ont quand on a une hyperéchogénicité. Donc on a 3% d'anomalies chromosomiques et la plupart du temps, c'est trisomie 21. Mais attention aussi, c'est que là, c'est 25 études qui sont probablement anciennes et pour lesquelles on n'a pas tous les tests diagnostiques qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de patientes qui arrivent avec un DPNI et on ne va pas gérer cette patiente de la même façon si on a un DPNI négatif que si qu'on l'aurait fait il y a 10 ans. Donc attention, quand on fait des méta-analyses, on met ensemble des patientes qui n'ont pas eu tous les mêmes tests de dépistage. Il y a donc dans cette série 2,2% de fœtus qui ont une mucoviscidose. Il y a 2% également de fœtus qui ont des infections. La majorité, c'est une infection à cytomégalovirus. Et ça, c'est pour rassurer les gens et les obstétriciens. Dans 70% des cas, ça régresse en fait. Et ce sont des fœtus qui n'ont rien du tout. Mais attention, lors du suivi, il peut apparaître des anomalies.
Donc à peu près 2% des cas, il apparaît des choses. Donc une hyperéchogénicité n'est pas à prendre à la légère. Il faut dans tous les cas, donc c'est un peu indépendant du topo sur la muco, mais c'est important quand même de le savoir, surveiller parce qu'apparaissent des retards de croissance et des morts fétales in utero. Et en fait, je l'ai enlevé parce que j'avais un cas clinique super joli d'une hyperéchogénicité intestinale chez une patiente à 22 qui a eu une césarienne pour un HRP à 26. Et vraiment, le premier signe de tout, c'était ça. Donc voilà. Mais bon, je l'ai enlevé, ça aurait été trop long. Et donc à l'époque, on s'était intéressé avec Candice Ronin, qui est maintenant praticien hospitalier à Martigues, sur les facteurs pronostiques anténatales des hyperéchogénicités digestives. On avait fait une étude commune avec Grenoble, et donc on avait un peu plus de 400 cas d'hyperéchogénicité digestive. Donc cette étude, elle est intégrée dans la méta-analyse que je viens de vous donner, mais il y a des résultats qui, je pense, sont intéressants. C'est ce qu'on avait fait, fort du principe de dire que c'est difficile de grader une hyperéchogénicité digestive. Quand on avait travaillé là-dessus, on avait dit on prend tout. On prend toutes les hyperéchogénicités. On avait revu quand même tous les clichés, mais on prend les grades 1, les grades 2, les grades 3, et on regarde un peu si ça change quelque chose. Et donc, on est un peu sur la même situation, c'est-à-dire que si c'est une hyperéchogénicité isolée, ça dépend de s'il y a un signe d'appel associé, et en fait, ça modifie complètement le pronostic. Et on avait, nous, une majorité quand même d'infections à cytomégalovirus, mais on avait quand même, en particulier lorsqu'il y avait une association échographique, un pourcentage important de mucoviscidose. Donc on avait à peu près les mêmes chiffres. Alors pourquoi je fais, c'est pas uniquement pour nous faire de la pub à Marseille, c'est aussi parce qu'en fait on s'était intéressé au grade, et qu'en fait le grade dans cette étude n'est pas un facteur qui est un facteur de risque d'issue défavorable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un grade 2 ou un grade 3 comparé à un grade 1 qu'il y a plus de risque de mucoviscidose. Donc ça, on est un peu les seuls à l'avoir montré parce que les gens n'ont pas eu cette approche qui, moi, me posait un problème puisque, en fait, quand on est référent échographiste, quand on a l'hyperéchogénicité, c'est dur de savoir comment elle était avant, quel est le niveau. Enfin, voilà, on n'a pas de quantification exacte. Évidemment, quand c'était isolé, c'était un facteur de bonne évolution. Et puis, s'il n'y avait rien qui apparaissait dans le suivi, ce qui paraît un peu logique, mais pas de dilatation, etc., eh bien, les fœtus allaient bien. On s'était intéressé aussi, toujours dans l'esprit de savoir l'IRM, est-ce que ça peut être intéressant l'IRM? Donc c'est Xavier Carcopino qui maintenant fait plus que de la chirurgie, qui s'est un tout petit peu intéressé à ça à l'époque quand il était plus jeune. Et en fait, on avait regardé on n'avait pas beaucoup de patientes, on avait 17 patientes, on avait regardé intestin hyperéchogène, on les passe à l'IRM, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, il y en avait 11 déjà sur ces 17 qui n'avaient rien du tout. Donc fin de l'histoire, on leur avait rien fait. On avait considéré que c'était une variante de la normale et on n'avait pas fait de bilan. Évidemment, quand on avait des signes appels échographiques d'obstruction ou d'élius méconial, dans ce cas, le pronostic était confirmé en IRM. Mais c'était pour dire que l'IRM peut aider à dépatouiller aussi les choses. Et alors ensuite, l'autre question que je me suis posée, donc j'ai regardé un peu dans la littérature parce que je n'avais pas ces données-là, c'est est-ce qu'en fonction des mutations, il y a un profil particulier échographique? Alors déjà globalement, et c'est une histoire de logique là pour le coup, s'il y a un intestin hyperéchogène, s'il y a une dilatation digestive, si on ne voit pas la vésicule biliaire, eh bien le risque qui est une mucoviscidose est multiplié par 30, donc ça c'est majeur, d'accord? En revanche, chaque signe isolé peut être évocateur, mais beaucoup moins. Et regardez ce qu'on voit là-dedans. Donc c'est la grosse série, il y avait presque 700 cas. Quand il y a des calcifications abdominales, il n'y a pas plus de risque de mucoviscidose. Et dans cette étude-là, quand il y a une vésicule biliaire non vue de manière isolée, c'est pareil, il n'y a pas plus de mucoviscidose. Et donc après, alors là, moi, quand j'ai regardé ça, je me sentais pas bien, mais maintenant que je comprends tout, grâce au topo précédent, ça va mieux. Mais donc ils ont regardé dans cette série si finalement le profil, le type d'anomalie était différent en fonction des mutations. Donc je ne commenterai pas davantage, c'est un peu comme une étude en double aveugle. Donc ils ont fait 2 groupes, le groupe qui est des patientes qui étaient adressées directement et le groupe des patientes qui étaient référées secondairement avec, si j'ai bien compris, la recherche de mutations plus rares et dans certaines situations le séquençage du gène. En gros, ce qui ressort, c'est là-dessus. Donc ça, c'est un schéma pour les obstétriciens et ceux qui font de l'écho. En haut, vous avez les fœtus qui sont atteints de mucoviscidose et les signes qu'on retrouve sont
quand même l'intestin hyperéchogène, et puis l'association avec une dilatation de l'intestin hyperéchogène, l'association également à une non-visualisation de la vésicule biliaire et ces signes-là, donc en haut le profil, au milieu les fœtus hétérozygotes et en bas les fœtus qui ne sont pas porteurs, qui étaient sains. Et vous voyez que le profil est différent, hein, globalement, il y a une vraie différence entre le profil échographique des fœtus atteints et des fœtus non atteints, sans pouvoir identifier un aspect échographique typique d'une mutation. Mais ce qu'il faut voir sur cette série, ils avaient presque 700 cas, ils avaient 30 fœtus qui étaient atteints de mucoviscidose, donc c'est difficile d'établir un profil là-dessus. Alors après, moi j'ai demandé à mes victimes, j'ai eu quelques victimes qui sont mes internes du diagnostic prénatal, j'ai vu qu'il y en avait une là. Donc je leur ai demandé vraiment début janvier de sortir les dossiers des 5 dernières années pour regarder un peu si nous on était pareil ou quelles étaient nos pratiques en fait. Donc elles ont travaillé super bien. Et donc sur les patientes chez qui on a recherché ces mutations, on avait 7% des parents screenés qui avaient une mutation. Donc on est globalement pareil que dans les séries. Et de regarder finalement quelles étaient nos indications, pour eux que c'était une sorte de PP. Hein. Et en fait, je me suis dit qu'on n'était pas si mal que ça. Hein. Donc vous avez à gauche les signes d'appel échographiques qui ont motivé les choses. Alors je pense qu'il y a quelques déviances qu'on va probablement rectifier. Donc des pathologies de la vésicule biliaire non vue. On est globalement à peu près pareil dans nos indications. Et donc sur le diagramme de droite, très joli, quels sont les signes d'appel en fait quand on retrouve une mutation, enfin que le fœtus est atteint. On voit que les signes d'appel est la plupart du temps une hyperéchogénicité intestinale, associée ou non à des dilatations digestives, et avec 16% d'anomalies au niveau de la vésicule biliaire. Et puis, je vous montre quelques petits dossiers, là. Donc, il y a 3 petits dossiers, si j'ai le temps. Donc, ça, c'est une patiente. Donc, le signe d'appel, alors, c'est un dossier un peu ancien, mais le signe d'appel, ici, c'était une toute petite vésicule biliaire et puis un intestin hyperéchogène. Donc, il y avait une dilatation, mais modérée au niveau digestif. Donc, on fait des recherches. Et donc, le fœtus était double hétérozygote, je pense que c'est comme ça qu'on dit, avec un fœtus qui est atteint. C'est un couple qui a demandé une interruption. Ensuite, ce dossier qui est une patiente qui avait une hyperéchogénicité digestive, une vésicule biliaire non vue et un intestin hyperéchogène. Donc, vous voyez, l'intestin hyperéchogène, si vous le comparez à l'os, c'est difficile de dire si c'est un grade 3, un grade 2 ou un grade 1. Et c'était également un fœtus atteint, donc c'est une patiente qui a également après, alors je vous passe le conseil parce qu'on les adresse évidemment au centre de référence qui les informe des thérapeutiques, parce qu'on a bien quand même évolué sur les thérapeutiques possibles et sur le pronostic. Donc c'est un couple qui a également souhaité interrompre. Et puis cette dernière patiente qui avait c'était un antécédent de mort fétale in utero et qui était adressé pour cet intestin hyperéchogène, vous voyez, avec ses parois hyperéchogènes, avec un péristaltisme conservé. Donc, chez cette patiente, elle avait eu un conseil génétique. Elle avait accepté la recherche de mutation, le couple avait accepté la recherche de mutation, mais en revanche, elle avait refusé la myosynthèse. Au cours du suivi est apparu des dilatations digestives plus importantes, avec un petit doute sur un épanchement intra-abdominal. Alors, je vous ai dit qu'on avait accès à l'IRM très facilement, mais en particulier dans les cas d'obstruction digestive, on est quand même beaucoup en France à le faire. Et en fait, l'aspect en IRM était un aspect typique de d'iléus méconial, pouvant fortement faire évoquer une mucoviscidose avec une petite vésicule biliaire, donc qui était visible en signal T1. Donc la consultation où elle a été informée du pronostic, des possibilités, etc. Et donc le couple a en revanche poursuivi la grossesse. Elle a été césarisée, a bénéficié d'une intervention rapidement après la naissance avec une résection de 25 cm de grêle. Bon, c'est un enfant qui est pris en charge et qui va bien. Mais pour vous montrer 2 exemples d'interruption et un exemple d'interruption.
Donc pour finir, il y a les non-signes d'appel. Donc les non-signes d'appel, très rapidement, les calcifications hépatiques, clairement, dans tous les papiers, si on est sûr que ce sont des calcifications hépatiques, clairement, je crois que ce n'est pas une indication. Alors c'est une indication à d'autres choses, à plein d'autres choses, mais ce n'est pas spécialement une indication à rechercher la mucoviscidose. Alors évidemment, quand vous regardez les papiers, comme la prévalence des hétérozygotes est élevée, si vous les cherchez, vous pouvez en trouver, mais de manière probablement une association qui peut être fortuite. Pareil, tout ce qui est vésicules biliaires, alors à part les petites, donc c'est là où c'est compliqué, à part les petites vésicules biliaires ou les vésicules biliaires non vues, les contenus des vésicules biliaires, les sludges, les lithiases, etc., ne semblent pas être associés à une augmentation de la découverte de mucoviscidose in utero. Et puis, bon, j'ai remis cette diapositive sur les hyperécogénicités coliques, mais l'hyperécogénéité du contenu en fait colique, c'est pareil, n'est pas une indication à rechercher la mucoviscidose. Donc au total, pour vous résumer, donc, quel signe d'appel? L'absence de la vésicule, l'absorption de la vésicule biliaire, surtout si c'est associé. L'hyperécogénicité, moi je pense que s'il y a une hyperécogénicité, bon, à part si vraiment quand on ne voit plus cet intestin hyperécogène, quand on a pris la bonne sonde qui va bien et modifier le gain, elle doit être prise en considération. Les dilatations digestives, les aspects de péritonite ou d'iléus méconial. Très important aussi de surveiller ces patientes parce que le pronostic n'est pas du tout le même si apparaît un retard de croissance, une dilatation, que si le suivi est normal et si cette fameuse vésicule biliaire apparaît comme de manière miraculeuse. Et donc ne sont pas des signes d'appel les vésicules biliaires hyperécogènes isolées, les calcifications digestives isolées. Donc, bien retenir en mémoire aussi que l'association de plusieurs signes augmente par 30 le risque de mucoviscidose. Donc, c'est important aussi dans le discours qu'on va donner en fait aux patientes et vraiment les garder sous la main. Il faut revoir ces patientes. Alors, il n'y a pas de guideline sur tous les combien il faut les voir, mais en gros, il faut que ces patientes elles soient revues déjà une première fois à 15 jours et après, il faut les revoir toutes les 3 à 4 semaines. Voilà, donc je remercie mon équipe d'internes, Maud, Clara et Sophia de m'avoir aidé à sortir les chiffres de Marseille et à Claude qui m'a donné un ou deux cas cliniques. Voilà, merci. Merci beaucoup Florence. Oui, une question, Jean-Marie. Merci Florence d'avoir tout bien redétaillé pour nous. Juste un mot, je pense que dans le champ du diagnostic prénatal, la venue des thérapies ciblées, le Kaftrio révolutionne complètement le devenir des malades. Vous savez qu'en fin d'année, le ministère a autorisé son administration aux enfants de 6 à 12 ans. Tous les gens qui prennent en charge au sein des centres maladies rares les mucodisques, ça transforme complètement la vie des patients. Et donc peut-être que dans un futur proche, on pourra appréhender cette problématique autour du risque de muco de manière un petit peu plus... Je crois que c'est le topo d'après, tu es en train de déflorer un petit peu le sujet. Je n'ai pas regardé le programme, pardonnez-moi. Mais c'était une bonne introduction. Est-ce que, juste une question pour... Ah pardon, vas-y. Priorité à la salle. Bonjour. Juste une petite question, pas franchement sur la muco, là, mais sur cette histoire de vésicule biliaire non vue isolée, j'entends. Parce que dans les hyperécogénicités intestinales, vous avez bien dit que finalement les anomalies chromosomiques, c'était essentiellement des trisomies 21 ou des anomalies de gonosomes. Ouais, il y a des triploïdies aussi. Et dans la vésicule biliaire isolée, justement, c'est quoi les anomalies chromosomiques ? Alors en fait c'est toujours le même problème. Ce que je disais en fait en intro, c'est qu'en fait votre patiente, on peut plus maintenant dire vésicule non vue pour tout le monde en fait. Ça dépend ce qu'elles ont eu comme test avant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la patiente qui a eu un DPNI, la vésicule biliaire non vue, on s'en fiche complètement, quoi. Enfin, vous allez screener pour les mutations de la muco, mais vous n'allez pas forcément lui proposer une amyosynthèse. Oui, mais justement, c'est ça la question. Si c'est effectivement des trisomies 21, essentiellement, on peut s'en sortir même avec le DPNI. Non, essentiellement. Il y a essentiellement ça, et après, il y a les triploïdies, mais très souvent, dans les triploïdies, il y a d'autres signes. Il y a d'autres signes, oui. Donc, c'est vrai que la vésicule biliaire non vue, c'est toute la problématique aussi d'indication
pour un signe d'appel, enfin nous on a cette problématique-là dans les deux CPDPN, c'est indiquer un DPNI sur un signe d'appel. Normalement on est hors recommandation, mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous que ça pourrait être vraiment bien pour la patiente. Voilà. Voilà, donc en fait, il faut prendre en compte le reste du fœtus, écho de référence, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a rien, savoir aussi que dans les 70% des cas, la vésicule biliaire, elle va être vue après. Enfin voilà, vous avez vu un peu le... Donc voilà, mais c'est quand même un signe d'appel qu'il faut prendre en considération. Je dirais même plus pour l'histoire de l'atrésie des voies biliaires, qui sont plus fréquents, donc recherchez bien s'il y a un kyste, voilà. Même si c'est ultra difficile de faire le diagnostic en anténatal, hein, il est fait en postnatal. Une autre question, Gilles. En attendant, est-ce que quand tu fais les IRM dans ces indications-là, tu les fais à quel terme? Alors, c'est pas moi qui les fais, c'est donc Katia Chaumoitre. Elle demande qu'on soit après 30, en fait. Après 30, quand même, ouais. Et en parlant aussi des dilatations digestives, parce que vous êtes passé peut-être un peu rapidement, parce qu'on reçoit souvent des échos de deuxième intention pour des dilatations digestives, parce que les gens font des échos maintenant à tire-larigot et à 34 semaines. Je crois qu'il faut peut-être préciser ce qu'on appelle dilatation digestive importante, parce que si on fait des échos en fin de grossesse, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au 8e mois, on aura des dilatations digestives coliques et qui sont sans... Est-ce qu'on leur donne la même importance? Sur les dilatations coliques, non, je ne crois pas. Hein. Ce qui est vraiment le signe d'appel, c'est l'ileus méconial. Donc l'ileus méconial, c'est une dilatation grêle, significative, avec associée très souvent à une hyperéchogénicité. Donc voilà, c'est ça le vrai signe d'appel. Mais après, oui, c'est pour ça que j'ai mis une image du côlon. Voilà, les images coliques, non, ce n'est pas des signes d'appel. Même sans hyperéchogénicité, on voit souvent des dilatations. D'ailleurs, je ne veux pas remettre la diapo, mais la dilatation digestive isolée, ce n'est pas un bon signe de muco, en fait. Oui, je pense... Entre guillemets. On est d'accord, voilà. Et juste pour revenir à la mucoviscidose, est-ce que dans ton expérience, tu as l'impression que parfois il y a des hyperéchogénicités qui sont fugaces, qui sont quand même un signe d'appel de mucoviscidose? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un intestin hyperéchogène, elle est vue 15 jours après, on a l'impression que l'hyperéchogénicité a disparu et il y a quand même une mucoviscidose dans les suites. C'est le premier dossier là que j'ai montré. On va dire qu'elle a été prélevée, mais l'hyperéchogénicité, franchement, quand elle a été vue, c'était 15 jours après. C'est surtout parce que ça avait été vu 15 jours avant et il y avait cette anomalie de la vésicule biliaire qu'elle avait été prélevée. Mais c'est toute la difficulté du diagnostic, en fait, je dirais. Voilà. De l'hyperéchogénicité. Et est-ce que, maintenant qu'on parle quand même beaucoup de pronostics, les nouveaux traitements, est-ce que dans ton expérience, tu as l'impression que quand on met en évidence des signes échographiques en anténatal, puisqu'il y a quand même la plupart des mucoviscidoses qui sont diagnostiquées par le dépistage néonatal, mais est-ce que quand il y a des signes anténataux, on a un pronostic plus défavorable de ces enfants Alors, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas du tout. Ça dépend de quel signe. J'imagine que si on a une péritonite méconiale, le pronostic n'est pas le même que si c'est une hyperéchogénicité banale, je dirais, mais je n'ai pas cette information-là. En revanche, ce que je sais, c'est que les femmes, elles commencent à demander, à dire qu'elles ont vu qu'il y avait des possibilités de traitement en anténatal. Oui, un Donc, cas clinique qui a été rapporté. Ouais. Mais j'avais l'impression que dans la littérature, il y avait peut-être plus de risques d'ileus méconial à la naissance, mais pas forcément un pronostic plus défavorable, mais qu'il y avait plus de mutations. Moi, je ne sais pas. Ouais, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un pédiatre qui peut répondre à ça. Mais... Je pense que notre collègue pédiatre, en nous parlant des enjeux de ce dépistage et des nouveaux traitements, pourra peut-être partiellement répondre à cette question ou pas répondre s'il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur une hyper-écho de grade 1 strictement isolée, tu n'as rien d'autre, c'est un grade 1. Vous faites la recherche de muco systématique sur un grade 1 sans rien. Oui, parce que en fait, les patientes, quand elles sont adressées, c'est pas les recommandations, je suis d'accord. Hein. Après, nous, dans la pratique, en fait, les patientes, quand elles ont été adressées, c'est quelqu'un à un moment a considéré que c'était significatif. Si à l'écho, on retrouve rien, on faisait rien. Mais si on retrouve quelque chose, même un gradin, elles étaient screenées, elles étaient adressées aux généticiens. Donc dans l'eau, on en a quand même pas mal. Hein.
J'ai un problème, moi c'était ma question, Ouais. avec les grades. Je oui. suis désolé, Ouais. mais c'est Coluche qui l'avait plus blanc que blanc. Mais je suis Et, d'accord. et j'ai du mal avec le plus blanc Ouais. que blanc, aussi blanc que Mm. blanc, mais un petit peu moins blanc peut-être. Ouais. Et est-ce qu'il faut qu'on continue à parler en Mm. grade ou pas? Et moi j'avoue que dans mon CPDPN, j'ai pris le parti de dire soit c'est hyper écogène, Mm. c'est-à-dire aussi écogène que l'os ou plus, mais je ne sais pas ce qui est plus blanc que blanc, j'insiste, Ouais. ou ça ne l'est Non, pas mais en fait. ouais. Moi, je suis assez Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a un peu évolué, mais bon, c'est discutable. Hein. C'est un peu, ça rejoint un peu cette réflexion-là, c'est-à-dire que c'est ce que tu es en train de dire. Soit on enlève nos harmoniques, on change de son, on baisse le gain, on fait tout ce qui est recommandé en fait. Et puis on s'aperçoit que ça reste au moins autant que l'os. Et puis après, on ne sait pas si c'est plus, si c'est, enfin en tout cas, ça reste encore visible. À ce moment-là, c'est du grade 2. Et à ce moment-là, on y va. Mais quand tu fais toute ta démarche, que tu fais tout, et puis que là, vraiment, ça s'efface, on dit oui, c'est une hyper-écho, mais c'est un grade 1, ça s'efface avant. J'avoue que... Moi, je trouve pas ça si facile, en fait. Non, c'est pas Voilà. facile. Je c'est trouve pas ça, facile, je trouve mais ça vraiment subjectif. C'est pour ça qu'on est un peu maximaliste, hein, sûrement. Et alors, ma question qui va avec, vous en avez beaucoup ou pas? Parce que nous En très fait, honnêtement... j'ai montré la série, là. Alors, après, c'est une série qui n'est pas réactualisée, hein, mais j'ai montré la série qu'on avait publiée dans Prénatal Diagnosis, où le grade, c'était pas le fait d'avoir un grade 1 qui faisait que tu avais moins de risque de muco. C'était une petite série, hein, mais Non, quand même 400 patientes. Oui, je me suis mal exprimé. Vous en avez beaucoup de dossiers grade 1? Parce que nous, on a beaucoup de demandes d'échographie de diagnostic pour des grades 1, finalement. Nous, en fait, on les confirme. En fait, c'est pour ça qu'on les confirme. Est-ce qu'elles sont significatives? Si elles sont significatives, indépendamment du grade, elles sont explorées. Mais d'ailleurs aussi, c'est normal qu'on en trouve, hein, puisque c'est normal qu'on trouve des choses, puisque sur la prévalence est élevée. Donc c'est comme si on screenait, même si on screen quelqu'un qui a rien, on va trouver des mutations chez les parents. Ok, merci beaucoup Florence, et nous accueillons maintenant Isabelle Sermet, qui est pédiatre et qui s'occupe, je crois, du CRCM de l'hôpital Necker, et qui va donc nous parler de l'information à donner en anténatal. Merci beaucoup. Alors oui, bonjour à tous. Effectivement, je ne suis ni généticienne, ni obstétricienne, ni gynécologue. Je suis pédiatre, personne n'est parfait. Donc je suis pédiatre, pneumopédiatre à Necker, et je coordonne le centre de référence nationale pour la mucoviscidose et les maladies apparentées, et notamment les 34 centres pédiatriques. Donc vous m'avez demandé de vous parler de l'information anténatale à l'aune des nouvelles thérapeutiques que l'on peut délivrer pour les parents qui viennent nous consulter parce qu'ils ont un fœtus chez qui on suspecte une mucoviscidose. Alors tout d'abord, juste un très très bref rappel de cette maladie. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais c'est une maladie où on a fait énormément de progrès à l'aune des progrès en termes de diagnostic génétique, où on découvre une maladie extrêmement diverse qui peut être aller du monosymptomatique à type de sinusite isolée à la maladie classique que l'on a tous appris, qui atteint à la fois une atteinte ORL parfois très invalidante avec des polypes, une atteinte intestinale marquée par des épisodes de constipation et puis l'entrée parfois dans la maladie par l'ileus méconial dont on a parlé, une maldigestion d'origine pancréatique puisqu'il y a une destruction pancréatique très précoce à la naissance par des kystes multiples, une atteinte reproductive avec une atrésie des canaux déférents, et puis évidemment ce que nous connaissons tous, la sécrétion d'une sueur anormalement salée qui reste encore le diagnostic de référence à l'ère de la biologie moléculaire pour cette maladie. Et puis ce qui fait le pronostic de la maladie, c'est une atteinte pulmonaire obstructive, précoce, avec du mucus visqueux qui s'accumule dès la naissance, dès les premières heures de vie, on sait ça maintenant avec les modèles animaux, et qui va progressivement créer une maladie inflammatoire qui va évoluer pour son propre compte, qui se surinfecter et créer une insuffisance respiratoire dont le pronostic est mortel. Alors effectivement, il y a eu énormément de progrès, je dirais ces 5 dernières années, dans la mucoviscidose, et en fait elle est due
à des travaux de scientifiques qui ont commencé dès le diagnostic génétique, c'est-à-dire dès 1989, quand on a découvert le gène. Et on a finalement compris assez rapidement qu'il y avait 3 grands groupes. Vous voyez ma souris, oui. 3 grands groupes de mutations, on en connaît plus de 2000 maintenant, qui sont associés pour 10 à 15% d'entre elles à l'absence de synthèse de la protéine, pas de protéines produites, et en gros, il n'y a pas de traitement pour ces patients. Un deuxième groupe de mutations qui sont associées avec une protéine qui est produite, qui va à son site cible, qui est la membrane apicale, c'est-à-dire la surface des épithéliats intestinaux, pulmonaires, pancréatiques. Et dans un certain nombre de cas, cette protéine, elle marche mal, soit parce qu'elle laisse mal passer l'ion-chlorure, puisque c'est une protéine canal qui va s'ouvrir et se fermer des milliers de fois par seconde. Et donc, quand le canal est moins perméant, ou quand ça s'ouvre mal, eh bien effectivement, on va avoir un défaut de fonction. Et ces thérapies, ces mutations sont accessibles à ce qu'on appelle les potentiateurs. Et c'est ce qui a fait une première révolution il y a une dizaine d'années, où pour une mutation très rare en France, on a pu montrer qu'en effet, en favorisant l'ouverture du canal, on pouvait améliorer ces patients. Et ça a créé une véritable preuve de concept absolument révolutionnaire dans les maladies génétiques, montrant que quand on peut manipuler une protéine, on peut arriver à avoir un bénéfice considérable des patients. Et puis, comme vous l'avez dit, monsieur, effectivement, la révolution, elle est venue de la thérapie protéique de la principale mutation, qui est la mutation delta-508, la délétion d'un seul acide aminé. Ça provoque une déstructuration totale de la protéine et elle va être éliminée, finalement, mise à la poubelle par le système contrôle qualité de la cellule. Et là, il y a eu énormément de travail pour arriver à la restructurer avec des molécules qui sont appelées des correcteurs. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ces correcteurs permettaient d'emmener la protéine à la membrane. Et puis, en associant le potentiateur qui favorise son activité, on a eu en fait des succès absolument considérables, mais qui ont été véritablement publiés qu'il y a à peine 2 ans. Donc, tout va très vite dans cette maladie. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque on va amener à fonctionner normalement cette protéine, même si elle est mutée, en fait, on va arriver à augmenter la réhydratation de la surface bronchique et puis à favoriser ici un battement ciliaire normal, c'est-à-dire à restaurer la clairance mucociliaire, c'est-à-dire à éliminer le mucus qui s'accumule normalement au fond des bronches. Donc résultat, publication 2019, 2 énormes essais qui montrent que chez les patients homozygotes pour la mutation delta-F508, on va améliorer très rapidement, dès le 15e jour de traitement, la fonction respiratoire des patients avec un gain en VEMS de plus de 10%. Et puis c'est bien dû à CFTR puisqu'on normalise le chlorure sudoral du test de la sueur. Alors ça, c'est pour les homozygotes delta-F508, mais surtout la vraie révolution, elle a été que le fait de porter uniquement une seule mutation, hein, c'est une maladie autosomique récessive, donc il faut 2 allèles mutés. Eh bien, si on était porteur d'un seul allèle muté delta F508, quel que soit l'autre, on avait des résultats absolument identiques aux patients qui étaient porteurs de 2 mutations. Donc, un gain de 15% de fonction respiratoire et qui améliore la qualité de vie de façon majeure parce que gagner 15% de fonction respiratoire, vous remontez les escaliers, vous avez un gain d'énergie absolument considérable. C'est ce qu'ont montré les scores qualité de vie. Et c'est associé avec une diminution majeure des exacerbations. Les patients, effectivement, décrivent que pendant les premiers jours, ils se drainent, c'est une véritable drainage de toutes des sécrétions respiratoires, ils toussent énormément, ils crachent tout le temps, et puis une fois que c'est nettoyé, que c'est drainé, ils sont mieux et effectivement, ils ont une vie quasi normale. Alors, ça n'est pas que au plan respiratoire, ils ont un gain de poids considérable aussi, mais aussi en termes de fertilité. On voit une augmentation de la fertilité des femmes atteintes de mucoviscidose tout à fait considérable. Ça, c'est les chiffres du registre américain. Et en particulier, c'est dû aussi au fait que chez les femmes, tout comme dans le poumon, il y a une fluidification du mucus cervical, mieux hydraté,
probablement le pH est également optimisé. Effectivement, comme vous le voyez ici, toutes ces plages, ces bandes de mucus sont totalement nettoyées après quelques jours d'instauration du traitement. Donc actuellement, effectivement, depuis les derniers jours de décembre, on peut donner cette association de 3 traitements qui s'appelle CAF Trio, 2 correcteurs, 1 potentiateur, aux enfants de plus de 6 ans, quelle que soit la mutation, à condition qu'ils portent une mutation d'Altaf 508. Alors, on l'a déjà donné depuis 2 ans au sujet de plus de 12 ans, dès la publication, en fait, dans le New England. Et donc, actuellement, en France, on a à peu près 80% des patients qui peuvent bénéficier de ces traitements, les homozygotes et les hétérozygotes d'Altaf 508, avec une petite frange de patients également qui ont des mutations qui sont associées simplement à un défaut de conductivité et de fonction de la protéine et qui peuvent bénéficier du potentiateur seul. Donc on est à peu près à 85% de patients qui peuvent bénéficier de ces traitements. Reste tout de même toujours la frange des mutations qui ne produisent pas de protéines où on n'a pas d'accès à ces traitements. Donc actuellement, effectivement, on a, et de plus en plus, de couples qui nous sont adressés dans les centres de référence et de compétences de mucoviscidose pour des suspicions ou des diagnostics de foetus atteints et des conseils génétiques. Alors, conseils génétiques, je vais me limiter ici à un foetus qui est porteur de 2 mutations génétiques, je dirais typiques, classiques, parce qu'il y a aussi énormément de discussions autour du diagnostic de variants du fait des progrès de génétique, de pathogénicité variable ou inconnue qui créent énormément de problèmes. Et là, on est face effectivement à une mère qui n'avait pas d'antécédent de mucoviscidose et qui est porteur d'un foetus atteint, chez qui on vient de faire le diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement en termes de littérature, de recommandations nationales ou internationales pour ces dossiers-là, donc un foetus qui pourrait, secondairement, qui a un patrimoine génétique accessible à ces nouvelles thérapies efficaces. Il y a extrêmement peu de choses. Actuellement, on a un PNDS français, mais qui date en 2017, qui recommandait effectivement d'aborder avec les couples porteurs d'un foetus atteint des aspects génétiques, le recours au diagnostic prénatal, l'information génétique du risque futur, et en recommandant que les informations soient faites par le médecin du CRCM quand le patient est suivi, ce qui est, d'un point de vue, on va y revenir, tout à fait caduque de notre point de vue. Il y a des recommandations internationales, 2018, une plus récente, 2022, qui insiste, elle, sur le fait qu'il faut absolument avoir un binôme, qui est un conseiller génétique et un pédiatre de centre de référence, pour faire à la fois l'information médicale sur le soin multidisciplinaire qui va s'installer au long cours, que l'enfant soit traité ou non, la nécessité d'être pris en charge dans un centre de référence, l'information génétique complète pour que les parents comprennent l'enjeu, et puis un terme très vague dans cette publication 2022, la nécessité de faire une information pharmacogénétique. Donc ça, c'est les recommandations de la Société européenne. En France, on n'en a pas et il faut absolument qu'on les fasse. Alors, au sein du groupe de référence pédiatrique, on a effectivement essayé de réfléchir et de mettre en place, et ça, je vous livre on va dire les recommandations qui sont en train de se mettre en place et qui ont impliqué des réflexions de généticiens, de pédiatres et aussi d'éthiciens, parce qu'il y a des choses très factuelles sur les progrès faits par ces thérapies, mais ce sont des thérapies extrêmement nouvelles, et donc il faut tout de même effectivement à la fois expliquer aux parents, et c'est nos 3 grands principes, qu'il faut effectivement faire bénéficier l'enfant futur des avancées thérapeutiques, les conventions des droits de l'enfant. L'enfant a droit au meilleur niveau de soins, donc on se doit d'informer les parents des enjeux thérapeutiques, mais aussi des incertitudes, on va y revenir, parce qu'on a relativement peu de suivi de ces thérapeutiques. Depuis 2019, on est donc à peine à 2 ans d'évolution. Alors, en termes de bienfaisance ou de bénéfices pour les jeunes enfants, on a un peu de recul sur les potentiateurs qui ont été mis depuis
plus longtemps, et maintenant en France, on peut traiter les enfants dès 4 mois de vie, puisque cette maladie est dépistée à la naissance. Donc, il y a à peu près 250 enfants qui sont dépistés chaque année. Donc, on a du recul sur les bénéfices qui peuvent être apportés par ce type de thérapie. Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on peut potentiellement réverser la maladie. Ici, c'est un scanner. Vous voyez ici, il y a une bronche qui est bouchée par du mucus. L'enfant est totalement asymptomatique. Et en fait, on peut secondairement améliorer ces plages de poumons en fait, obstrués qui ventilent mal et qui vont favoriser la progression de la maladie. Donc, il y a eu un certain nombre d'essais cliniques chez les tout petits qui montrent qu'effectivement, en tout cas, on peut ralentir. On ne sait pas si on peut stopper ou éviter l'apparition. On sait chez le modèle animal que c'est tout à fait possible. Chez l'enfant, en tout cas, clairement, on préserve la fonction respiratoire, on préserve le capital santé de ces enfants qui naissent avec un poumon naïf tout à fait normal. Le test de la sueur, on sait que quel que soit l'âge, il va être normalisé. Et surtout aussi, on sait qu'on peut avoir éventuellement un bénéfice digestif, puisque la plupart de ces enfants naissent avec un pancréas déjà extrêmement abîmé, mais pas complètement détruit, et on peut éventuellement améliorer la fonction pancréatique. Ici, c'est l'élastase fécale, qui est un reflet de la fonction pancréatique, et on voit que chez les enfants qui sont traités, on arrive à normaliser l'élastase fécale chez un certain nombre d'entre eux. Et puis surtout, ce qui est très important maintenant avec le recul, c'est que le bénéfice, en tout cas en termes de fonction digestive, reste maintenu. Donc l'effet, en tout cas au plan digestif, ne s'estomperait pas. Au plan pulmonaire, on a encore besoin de plus de données. Et puis surtout, on peut éventuellement avoir un bénéfice chez les tout petits sur le développement d'autres atteintes hors pulmonaires ou intestinales qu'on commence à connaître, qui sont le développement précoce des dysrégulations glucidiques et également des cirrhoses hépatiques. Donc un ensemble de bénéfices qui sont avérés si on commence très tôt ces traitements qu'il faut absolument savoir expliquer aux parents. Le problème, c'est qu'il y a encore très peu de données, très peu de publications sur les tout petits, parce que c'est extrêmement compliqué de suivre ces cohortes de façon précise. Ensuite, qu'on sait que chez les tout petits, les 2 mois, 6 mois, 1 an, les effets secondaires sont souvent très différents de ce qu'on observe chez les enfants plus grands et les adultes. Donc, il faut absolument qu'on continue à observer ces enfants, et en particulier en termes de toxicité hépatique, il y a quelques signaux qui apparaissent. Et puis effectivement, jusqu'à 3 ans, on est sur des organes en développement, en particulier le poumon est complètement, l'alvéolisation est complètement achevée à 3 ans, et on n'a pour l'instant pas de données sur l'impact sur la maturité du pulmonaire ou éventuellement d'autres organes comme le rein. Et puis surtout, la question à laquelle on ne sait toujours pas répondre, c'est effectivement l'évolution à long terme en termes de maintien. Est-ce qu'effectivement, si débuté très tôt, on va éviter l'évolution de la maladie, ou est-ce qu'il va y avoir un échappement, comme ce qu'on commence à voir chez les adultes? Parce que même si on a des bénéfices absolument drastiques, très précoces en termes de fonction respiratoire, s'il commence à être publié, c'est que les adultes se redégradent. Et ici, dans cette cohorte anglaise, à 5 ans, on est revenu au point de départ. Donc, on a encore énormément à apprendre de ces molécules dont on connaît encore peu le mécanisme, finalement, d'action. Donc, c'est ce qu'on a décidé d'expliquer aux parents, c'est-à-dire, effectivement, expliquer aussi, c'est une équité du discours, expliquer un message positif, mais sans pour autant cacher l'absence de recul sur l'évolution à long terme, l'hétérogénéité de la réponse qu'on voit chez les adultes, et surtout la nécessité d'un suivi rapproché en CRCM, en impliquant le médecin traitant, mais aussi l'équipe de génétique. Donc c'est une consultation qui se fait à 2 avec les conseillers en génétique et le pédiatre de référence. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue dans cette direction-là, en mettant en place maintenant des recommandations qui puissent être suivies par tout le monde, mais sans occulter
dernière partie de ma présentation, c'est qu'effectivement, alors même s'il y a encore beaucoup de couples qui interrompent la grossesse, qui sont quand même conscients des incertitudes qu'il ne faut pas cacher, il y a aussi un certain nombre de couples qui continuent la grossesse. Et madame, vous avez montré effectivement ce couple. En fait, c'est une mutation que vous avez montré qui pourrait être accessible aux thérapeutiques. Et on a quelques données qui sont absolument remarquables sur des traitements in utero. Donc, une publication ici qui vient d'être publiée d'une mère dont le fœtus était atteint avec un ileus méconial et une mère qui a été traitée et avec la résolution à J15 de traitement, du coup, contrôle de l'échographie, la résolution de l'ileus méconial et un enfant qui naît sans atteinte digestive, avec une fonction pancréatique normale et un test de la sueur normal. Donc, la thérapie in utero, elle est possible. Elle est possible avec des précautions. Il y a des études chez l'animal qui ont montré l'absence de malformations macroscopiques. Néanmoins, maintenant, comme on a beaucoup de grossesses sur des fœtus hétérozygotes, de grossesses de mères malades, on sait qu'il y a des risques de cataracte congénitale qui avaient été observés chez l'animal. Et on sait également, par contre, que ces molécules pénètrent. Elles pénètrent même très bien, puisque ça donne des faux négatifs au dépistage néonatal. Et on sait dans le rat, dans le modèle du rat, que ça pénètre en particulier dans le cerveau et dans le poumon, avec une très forte pénétration par rapport aux autres organes. Et nous, on vient de publier le fait qu'il peut y avoir des modifications, en particulier du branching pulmonaire, chez les fœtus murins traités par Kaftrio. Comme vous le voyez ici, effectivement, ça, c'est bon. On prélève le poumon de ces fœtus et on va l'incuber avec ces molécules. Donc, c'est vraiment, on est in vitro totalement. C'est pas du tout ce qui peut se passer. Mais en fait, on a essayé de reproduire les concentrations in utero. Et en fait, on voit progressivement l'arrêt du branching et l'augmentation des dilatations des bourgeons pulmonaires, ce qui pose quand même problème sur des conséquences in utero qui peut-être ne donnent pas des malformations évidentes, mais peuvent secondairement donner des atteintes pulmonaires. Donc finalement, pour résumer, on est face à une amélioration majeure du pronostic qui a été mis en évidence chez les sujets malades symptomatiques. Pas de signe d'alerte majeure à ce jour chez les enfants précocement traités, mais une évolution à long terme inconnue qu'il faut savoir maintenant absolument explorer. Et puis réfléchir tous ensemble. Et du coup, je prends l'opportunité, puisque vous êtes tous là, effectivement, de poser la question de la thérapie in utero. Et du coup, je pense que ça serait extrêmement intéressant qu'on y réfléchisse ensemble. Et puis qu'on propose, alors ça, c'est des enjeux éthiques, c'est des comités éthiques, mais peut-être qu'on puisse faire une étude multicentrique pour qu'ensemble, obstétriciens, pédiatres, on puisse suivre, éventuellement proposer à des mères qui veulent continuer les grossesses, des thérapies in utero, sous réserve évidemment d'accords de CPP, etc., mais pour qu'on puisse comprendre si éventuellement cette révolution potentielle qu'on va voir chez les bébés, elle peut éventuellement être aussi en anténatal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces données très importantes et très intéressantes. Y a-t-il des questions dans la salle ? En attendant, nous, on s'est déjà posé cette question-là et on a eu cette réflexion avec Philippe Rex, qui est votre collègue que vous connaissez, et à Lyon. À l'issue de ces publications, on s'est réunis avec les éthiciens de Lyon il y a 3-4 mois de ça, avec des questions qu'on s'est posées, notamment en disant si on propose ce traitement in utero, faudrait-il le continuer en postnatal ? Puisque l'AMM, même si elle a diminué, n'est autorisée qu'à partir de quelques années de vie. Quid d'un fœtus qu'on traiterait ? On serait obligé d'arrêter le traitement en postnatal immédiat ? Alors ça a été, il faut le continuer en postnatal. Puis ça a été fait maintenant, on a un modèle qui reproduit bien la maladie qui est le furet. Et les furettes gestantes ont été traitées. Effectivement, elles accouchent de furets diagnostiqués génétiques mais non malades. Et on voit que si on arrête, la maladie va s'installer. En revanche, il y a un groupe de furets qui a été traité jusqu'à l'âge adulte. Ils ne sont pas malades. Quand on arrête, on voit s'installer tous les signes de la maladie, y compris l'atrésie des canaux déférents. Donc, si on traite in utero,
il faut absolument continuer à traiter. Donc effectivement, maintenant, on va avoir les essais sur les 4-6 ans. Aux États-Unis, c'est chez les 2 ans maintenant. Donc on va arriver progressivement sur les précocement. Voilà, donc c'est clairement ce qu'il faut faire. La question était, y a-t-il un échappement chez le furet? Ça n'a pas été regardé. Peut-être on peut apporter le micro. Alors, la question, c'était actuellement, quelle est l'espérance de vie? Donc, l'espérance de vie, c'est actuellement, avant d'étudier l'impact des modulateurs, c'était 52 ans en termes de médiane de survie. Donc, médiane, c'est-à-dire 50% des sujets vont vivre plus longtemps. Et c'est certainement qu'on est en train d'atteindre une médiane de 60 ans maintenant, voire plus, avec l'inconnu tout de même du suivi à long terme de ces adultes qui vont se redégrader secondairement. Et c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Maintenant, on est encore trop tôt pour voir l'impact. Question qui est importante. Quel est le coût du CAF Trio? Le coût, il est très secret, mais c'est au minimum 200 000 euros. Donc moi, j'ai toujours l'habitude, par an, donc j'ai toujours l'habitude de dire 2 mois de CAF Trio, c'est 1 an de salaire d'infirmière. Donc il faut savoir le donner à bon escient. C'est des points qui sont très importants. On a des discussions autour de d'autres pathologies génétiques avec des coûts de traitement très importants. Après, on gagne en qualité de vie, donc on peut espérer qu'on gagne sur d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on fait un petit point tous ensemble? Est-ce que les 3 orateurs veulent faire une synthèse de cette session? Est-ce que vous avez une conclusion générale à nous donner? Est-ce qu'on est bien d'accord sur le dernier topo, une question qu'on se pose dans les CPDPN, est-ce que la mucoviscidose reste une pathologie d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic? Elle le reste pour 20% des patients. Et pour les autres, difficile de répondre parce qu'il faut maintenant avoir plus de recul, même s'il y a un gain considérable en termes de bénéfices respiratoires. La maladie, en tout cas, continue à évoluer. On voit que les patients qui étaient colonisés chroniques avec certaines bactéries n'éliminent pas les bactéries, donc ils restent infectés. Donc il y a encore énormément d'inconnus à observer. Et puis, il est probable aussi qu'on va avoir des effets secondaires parce que ce sont des toutes petites molécules qui ne sont pas spécifiques que de CFTR et qui ont des effets secondaires autres, certains bénéfiques, d'autres peut-être péjoratifs, plus péjoratifs à long terme. Donc, on a énormément à apprendre encore de ces thérapeutiques. Je crois qu'aujourd'hui, malgré l'avancée de ces thérapeutiques, si avec toutes les informations qu'on peut leur donner, les couples demandent une interruption de la grossesse en cas de diagnostic de mucoviscidose en anténatale, c'est difficile de ne pas aller dans leur sens aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Encore une question ? Alors, sauf si j'ai mal compris, mais est-ce qu'on observe plus de faits d'interruption médicale de grossesse sur les enfants dont la thérapeutique en postnatal est inaccessible? Quand vous parlez d'absence de protéines, est-ce que vous observez de fait plus de décisions parentales d'interruption de la grossesse quand les parents savent qu'il n'y aura probablement pas de thérapeutique possible? Certainement notre petite expérience. Après, en France, on n'a pas fait le tour là depuis 2 ans, donc il faudrait effectivement le faire. Bon, le discours est totalement différent, hein, bien entendu. Ok, eh bien merci beaucoup. Donc encore des grandes avancées, mais encore quelques incertitudes. Voilà, on va s'arrêter là. Ça reprend cet après-midi.